puisque là, les Américains qui sont derrière la tentative de destruction de la Syrie ont échoué d'une manière lamentable en ayant utilisé des sommes colossales pour financer les terroristes et l'armement, etc. 174 milliards de dollars ont été dépensés pour la destruction de la Syrie, du dire même de Hamad Ben Jassim, le premier ministre qatari qui a annoncé ça sur CNN ou sur la BBC lorsque le Qatar a été accusé par les Saoudiens de soutien aux terroristes. Oui. Donc voilà, et qu'il disait clairement que ça a été aussi de connivence avec l'Arabie Saoudite. Là, je voudrais aborder un petit peu les questions proprement syriennes, puisque là, on a fait un peu la question de la région tout autour. Bien sûr. Donc, je voudrais aborder 2 points. Le premier, l'avancée importante de l'armée syrienne dans les différents secteurs de la Syrie. Absolument. D'un côté. De l'autre côté, le retour de la population en fait qui était exilée, donc le retour des gens ou des habitants dans les zones qui ont été libérées, oui. Et puis la reconstruction, la dynamique de la reconstruction, mais aussi la dynamique culturelle et la dynamique des festivités, je peux dire, ou des fêtes de solidarité entre les gens et des créations, de la créativité sur le plan de la culture, la participation dans les différents tournois sportifs mondiaux, la participation, la création au niveau des théâtres, etc. Oui, ouais. Alors justement, Essar, on peut peut-être commencer. Excusez-moi. Oui. On peut peut-être commencer par la réaction d'un certain nombre de Kurdes, en opposition avec ceux qui ont, je dirais, servi d'alliés sur le terrain du côté de Raqqa. Hein. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, aujourd'hui, il y a une idée fausse qui règne sur ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes. On les appelle les Kurdes, on les appelle je sais pas quoi. Donc moi j'ai dit à plusieurs reprises dans ces sites web, dans les derniers sites web, qu'on les appelle les Kurdes, mais en fait ils sont de toutes les composantes de la Syrie. Donc il y a des Kurdes, il y a des gens des tribus, mais ce sont des gens qui sont une toute petite minorité qui ne représentent absolument pas ni leur communauté ni leur ethnie. Ils sont utilisés, un petit ensemble de mercenaires qui sont utilisés par les États-Unis et qu'ils utilisent comme bûches d'ailleurs, dont ils ne se rendent pas compte, mais ils les utilisent pour créer diversion et pour faire un plan de partitionnement, mais qui est réduit en échec de toute manière, et dont l'avenir sera l'échec. Donc là, voilà, ça fait 1 an que Alep est libéré du terrorisme et que tout Alep était en fait à Noël l'année dernière pour Alep débarrassé des terroristes. Et là, les habitants d'Alep, donc une majorité de Kurdes des habitants d'Alep ont fait une grande cérémonie pour fêter le premier anniversaire de libération d'Alep, au cours duquel d'ailleurs ils ont pris la parole pour affirmer que de toute façon ils se désolidarisent complètement de ceux qui se disent kurdes, qui sont séparatistes, et que c'est pas du tout leur objectif. L'objectif des Kurdes, c'est pas que les Kurdes sont une composante importante de la patrie syrienne, mais ils sont comme les autres, comme tout le monde. Ils veulent vivre
comme toutes les autres composantes, sous l'égide de l'État syrien, avec la présence, disait-il, du président Assad qui a conduit ce pays à la victoire, qui affirment leur loyauté vis-à-vis de l'État, en fait. Ils disent non, on n'est pas kurdes, on est syriens d'abord, on est syriens. Et donc, cette grande soirée a présenté aussi des chants, des danses, etc., du folklore local et du folklore kurde, alépin, etc. Et ça a été donc des chants, des danses, et ça a été une soirée de célébration. Je rappelle, du premier anniversaire de libération d'Alep. Ça, c'est, je ne peux pas parler de l'ensemble, de la totalité des festivités, parce qu'il y en a énormément, mais bon, je parle des plus marquants. On a parlé aussi de la messe la plus marquante je ne sais pas si on en a parlé réellement, la messe qui a été faite à Alep aussi, sous l'égide du patriarche Bar Ignatius Ephrem II, qui est le responsable de l'église d'Antioche et de l'ensemble de l'Orient, donc le grand responsable de l'église syriaque dans le monde. Ça a été aussi une messe unitaire qui a eu lieu à Homs, qui faisait référence donc à Bethléem et à la bien sûr. Donc d'un côté, c'est affirmer l'unité de l'ensemble des populations, de la population syrienne. Le titre qui a été donné, c'était Tous ensemble pour la Syrie, mais qui a aussi fait appel ou rappelé cette agression violente contre Jérusalem, et qui rappelle que Jérusalem est la ville des chrétiens et des musulmans, et que cette agression, ce n'est pas un hasard qu'elle tombe entre les deux journées saintes qui sont la journée de naissance du prophète et Noël, qui est la journée de naissance du Christ. Donc, c'est une agression aussi contre toutes les populations de la région. Mais c'est très important, en fait, de voir cette unité, cette volonté de faire la fête aussi, parce que on fête dans les lumières, dans les prières, dans les églises, tous ensemble, on fête une victoire de la Syrie. Et là, je peux dire que c'est une atmosphère festive, victorieuse, qui est présente dans toutes les villes syriennes qui ont été libérées, et nous espérons bientôt dans toute la Syrie, parce qu'il reste la ville de Raqqa qui est toujours sous le joug de Daesh ou des forces américaines maquillées en kurdes, etc., qui sont là et qui persécutent la population. Ce sont des forces d'occupation. Donc, alors justement, voilà. Pardon. Ouais. Oui, je vous en prie. Je voulais juste introduire, je dirais, le sujet suivant, c'est-à-dire que effectivement, il y a la libération, mais il y a aussi des opérations militaires qui sont lancées, dont une en particulier, une grande offensive du général qui est un des deux personnages emblématiques de l'armée syrienne d'ailleurs, avec celui qui est mort récemment sur une mine du côté de Deir ez-Zor, Issam Asreddin. Ah oui. Hein, et donc on a une offensive qui a été déclenchée il y a quelques jours, il me semble. Hein?
Oui, oui, non, mais l'offensive continue. En fait, l'armée syrienne continue à avancer aussi bien, et elle continue à avancer, et elle étend les secteurs de son contrôle, donc aussi bien dans la banlieue de Damas. Je peux dire aujourd'hui, il y a eu un tunnel de 800 mètres qui a été comment dire, découvert et dynamité. Les terroristes qui étaient dedans ont été tués. Mais ça, c'est du côté de Jobar, du côté de Damas. Donc, côté Adra, pardon, pas Jobar. C'était du côté de Adra. Et c'était un tunnel qui s'étendait sur 800 mètres. Hein. Dans une profondeur de 8 mètres, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Qui a été découvert et qui menait donc jusqu'à Adra. Donc, en fait, il y a une avancée au niveau de la banlieue de Damas, et de plus en plus de villages, je peux dire, de lieux sont sous le contrôle de l'armée syrienne. Une avancée très importante s'est faite au niveau du gouvernorat d'Idlib. Voilà, excusez-moi, ça c'est justement de cette avancée dont je parlais juste un instant. Oui, voilà. De nombreux villages ont été pris ou repris donc sous le contrôle de l'armée syrienne. Il y a des collines qui sont stratégiques aussi, qui ont été reprises. Des villages, un village qui est stratégique qui s'appelle El Mcherfé, qui a été aussi sous contrôle de l'armée syrienne. Il y a des kilomètres et des kilomètres aussi du désert syrien qui continuent à être nettoyés des poches des terroristes à l'est de Salamiyeh, dans le nord du Rif Hama, en fait, dans le nord des banlieues, pas des banlieues, mais des gouvernorats, les villages des gouvernorats de Hama, vers le nord, et vers le sud aussi d'Alep. Donc l'armée syrienne continue à avancer, continue à faire ses victoires, et on voit, je peux vous dire que en Syrie, on a vraiment l'impression que va être bientôt défait complètement de ces années horribles que le peuple a traversées sous le joug sous les attaques et les offensives terroristes. On sait que les Américains continuent aussi à nous agresser. On sait que les Israéliens aussi continuent à nous agresser. Mais bon, on peut dire que notre armée et avec nos alliés se sont tellement aguerris dans cette lutte contre le terrorisme que on peut dire on est plus fort qu'avant et on est plus averti qu'avant. Oui, les yeux et la pensée, enfin, tout le monde y voit clair aujourd'hui. On ne peut plus penser que c'est une révolution démocratique, que ceci, que cela. On voit clairement que ça a été du terrorisme pour détruire la Syrie, pour détruire son indépendance et surtout pour s'attaquer à sa souveraineté. Voilà. Donc, je peux dire, pour récapituler, l'armée syrienne avance aussi bien dans Rif Dimashq, en fait, c'est la commune de la banlieue de Damas, dans toutes les communes de la banlieue de Damas, dans les banlieues de Idlib, dans les banlieues de Hama, et surtout dans les banlieues de Derra aussi, et de Deir Zor. Deir Zor aussi, on avance aussi bien vers Deir Zor que du Hasakeh vers les banlieues de Hasakeh, les faubourgs de Hasakeh. Donc l'avancée se fait effectivement sur tous les fronts. Il y a un point dont je voudrais parler, puisque
les Russes ont dit qu'ils retiraient une partie de leurs troupes et de leur matériel, effectivement, qu'ils le retiraient. Et effectivement, il y a un ensemble d'avions qui sont repartis à leur base en Russie. Après le fait que le président russe Poutine a déclaré que de toute façon la Syrie a pratiquement maintenant en fait la guerre contre Daesh a été gagnée, que Daesh s'est écroulé et que l'armée syrienne va pouvoir continuer toute seule. Bien sûr qu'ils sont là. Il affirme aussi dans sa rencontre avec le président Assad. Il y a eu quand même 2 rencontres importantes dans ce mois-ci, puisque le président Poutine est venu en Syrie à la base de Khmeimim, pour visiter la base russe à Khmeimim, et le président Assad est allé aussi le rencontrer dans cette base. Il y a eu donc une rencontre importante stratégique aussi, dans laquelle les deux ont affirmé, en fait, surtout la Russie a affirmé son soutien stratégique à la Syrie, non seulement contre le terrorisme, mais aussi pour la reconstruction, et que désormais, le fait qu'il y ait une partie des troupes russes qui rentrent chez elles ne veut pas dire qu'on laisse la Syrie, mais c'est aujourd'hui la coopération va plus sur le plan de la reconstruction, sur le plan économique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une délégation russe aussi en fait du ministère et d'hommes d'affaires qui ont examiné aussi la coopération pour la reconstruction de la Syrie. Ouais. Et là-dessus, donc j'embraye sur le chapitre de la reconstruction. Il y a il y a beaucoup d'événements qui se font, aussi bien des salons de la reconstruction, aussi bien des congrès, des conférences, etc., avec les différents pays. Je rappelle qu'il y a eu quand même une foire internationale en août qui a regroupé quand même 48 pays, oui. Qu'il y a eu aussi peu de temps après, en septembre, aussi un autre salon de la reconstruction qui a regroupé 84 pays cette fois-là, et qu'il y a eu 150 contrats qui ont été signés pour la reconstruction avec différentes organisations et différentes structures et compagnies de pays amis, dont des pays d'Amérique latine, Cuba, Venezuela, etc., mais aussi des pays comme la Chine, comme le Vietnam, bien entendu l'Iran, la Russie. Donc, ceci confirme ce que le président Assad avait déclaré avant, c'est que la reconstruction se fera avec les pays qui nous ont aidés à nous débarrasser de Daesh et qui nous ont aidés dans ces années difficiles à résister et à continuer notre lutte contre le terrorisme. Donc, d'ailleurs, si vous me permettez, Essar, avant d'aller plus loin, je voudrais signaler, ou souligner plus exactement, le fait que la Syrie a été confrontée à la forme la plus difficile de guerre qui soit, qui est ce qu'on appelle de la guérilla terroriste, hein, c'est-à-dire que là, ce ne sont pas des armées identifiées, c'est des gens qui utilisent toutes les méthodes possibles et imaginables pour, je dirais, pour affronter l'armée syrienne dans son dos ou d'une manière furtive. Donc c'est la pire de tout type de guerre qui soit, et par définition, ça rend tous ceux qui ont combattu très aguerris. Hein, encore, et ça sera beaucoup plus facile d'affronter une armée clairement définie à l'avenir. Je peux dire quand même. Oui, pardon. Je vous en prie. Je peux dire quand même que ça a été la guerre la plus dégueulasse, je peux dire complètement, contre la Syrie. D'abord, il y a eu, n'oublions pas, 140 pays quand même, dans ceux qui s'appellent les Amis de la Syrie, hein,
Donc Ouais. des pays occidentaux, l'ensemble des pays de l'OTAN, l'ensemble, mais effectivement de manière cachée, qu'ils soutiennent des hordes terroristes et qu'ils soutiennent non seulement financièrement, mais qu'ils arment avec les armes les plus sophistiquées et les plus récentes qui ne sont même pas connues jusqu'à présent. Donc, ils expérimentaient toutes ces armes auxquelles les plus récentes recherches sont parvenues. Donc, tout ça, ça a été donné aux terroristes, avec aussi une idéologie qui singe l'islam, mais qui en fait une nouvelle idéologie qui n'a rien à voir avec l'islam, mais aussi pour porter atteinte à l'islam et pour pas seulement à son image, mais aussi l'utiliser pour accéder à l'esprit des gens. Donc là aussi, c'est très grave. Donc ils ont utilisé des imams, ils ont utilisé des fatwas, ils ont utilisé. Là aussi, ça a été la guerre la plus basse et la plus sale, je peux dire, contre la Syrie. Et tout en utilisant justement ces gens qui viennent de partout, donc des hordes sauvages qui sont je peux dire les gens les plus vils de toutes les sociétés qui ont été, ou de tous les pays qui ont été envoyés ici en Oui, Syrie. l'Arabie Saoudite a vidé ses propres prisons hein, pour alimenter les terroristes. Hein. Exactement. Exactement. Donc, tout le monde a vidé ses prisons pour les transformer en terroristes et puis les envoyer en Syrie. Donc, en fait, c'était vraiment la guerre la plus dégueulasse, je peux dire, et c'est peu dire, qui a été menée contre la Syrie. Mais nous gagnons. La Syrie gagne grâce à la solidarité de son peuple avec sa direction, avec la résistance du peuple syrien aussi, son amour de sa terre, son enracinement dans son pays. Bon, bien qu'il y ait pas mal de personnes qui ont quitté, qui sont parties dans d'autres pays, etc. Mais aujourd'hui, ils reviennent massivement. La reconstruction va à bon train aussi. Donc tout ceci pour vous dire, aujourd'hui, après un an de libération d'Alep, 162 projets ont été finalisés, les routes et les rues d'Alep ont été reconstruites, beaucoup de choses ont été refaites, hein, donc la vie reprend rapidement son train et sa force. Donc je peux dire que le peuple syrien est vraiment déterminé à rester indépendant et souverain, à reconstruire son pays et à continuer aussi et déterminé à continuer à prendre ses décisions en main, à défendre sa souveraineté et surtout à défendre le président qui l'a mené à cette indépendance, à cette victoire, puisque je peux vous dire que s'il y avait des gens qui étaient contre le président Assad au début de cette guerre, maintenant, après 7 années de résistance, il y a beaucoup de personnes qui sont pour qu'il reste et qui sont très solidaires et très fortement solidaires de lui. Vous Voilà. étiez vous-même une opposante politique hein, à la base, hein, à l'origine. Hein. Pardon? Vous étiez vous-même une opposante politique à Bachar al-Assad au début. Tout à fait. Et aujourd'hui, je suis une inconditionnelle du président Assad et puis de sa politique, effectivement. Et qui est une politique très posée et une politique réfléchie d'indépendance et de souveraineté nationale. Alors, Essar, pour terminer ce CITREP, nous allons évoquer 3 réunions, dont une en préparation, même 2 je crois, hein, Genève 8, Astana 7 et la préparation du pourparler de Sochi qui sont en cours.
Alors, effectivement, la réunion de Genève a eu lieu et bon, bah, il n'y a pas eu d'avancée dans la réunion de Genève puisque l'équipe qui relève de l'Arabie Saoudite, qu'on appelle la plateforme Riyad, de Riyad, est venue avec une déclaration qui nous ramène à la case départ, qui est de le président Assad doit partir et il faut qu'il donne le pouvoir à ces gens-là, qu'il leur donne le pouvoir, clairement et simplement. Vive la démocratie. Donc, bien entendu, ils sont revenus il y a 7 ans, sans tenir compte ni des avancées militaires sur le terrain, ni des victoires, ni de leur défaite, ni de la défaite de leur plan. Donc, on sait qu'ils parlent au nom de l'Arabie Saoudite, donc position de départ. Et il n'y a eu aucune avancée, donc il n'y a plus de rencontre avec l'État syrien, avec les représentants de l'État. L'équipe d'Istanbul, c'est pareil, donc Genève s'est terminée en 2 jours sans avancée, sans aucune avancée, comme d'habitude d'ailleurs, parce que Genève, c'est toujours la présence en fait de tous les pays. On ne parle pas avec les Syriens, mais on parle avec les maîtres des Syriens qui se sont vendus aux agendas extérieurs. Donc, Alors, voilà. justement, et ça, on peut dire que Astana, Genève 8, au départ, c'était pour essayer d'imposer justement cet agenda de sortie définitive du pouvoir de Bachar al-Assad, et c'est devenu un anti-Astana, Genève 8. Tout à fait. Alors, Genève, il y a quand même quelque chose d'assez fou qui se passe. Hein. C'est le rôle des Mestoula, c'est lui qui organise les réunions de Genève, et c'est lui qui a demandé effectivement à tout le monde, à toutes les délégations de venir sans condition préalable, et c'est lui qui a accepté les soi-disant conditions préalables de cette plateforme de Riyad. Et au lieu de proposer, enfin, au lieu de voir, alors que la délégation syrienne avait donné son texte depuis longtemps, lui, il ne donne pas son texte à la délégation de Riyad, là, à la plateforme de Riyad, mais il fait son propre texte, alors que c'est pas du tout le rôle d'un intermédiaire et d'un facilitateur de débat. Lui, il prend clairement parti pour les autres. Et il n'a pas du tout à prendre parti. Donc, en fait, sur des choses de forme, il a été déjà très partisan de la partie Riyad et du groupe qui est dominé par les États-Unis, on peut dire, par l'agenda américain. Donc, voilà, il n'y a pas eu grand-chose de plus. Par contre, la réunion d'Astana, qui se fait donc sous l'égide du Kazakhstan, qui se réunit encore en fait le 22-23 de mois-ci, et voilà, donc se prépare, et puis on va voir s'il va y avoir une avancée importante. On espère qu'il peut y avoir, en fait c'est Astana qui avait décidé les zones d'abaissement de tension, qui a permis d'avoir une avancée réelle sur le terrain dans le sens de la limitation des violences et puis dans le sens des groupes et des troupes qui ont accepté le cessez-le-feu et qui ont favorisé quand même pas mal de comment dire des villes des villes ou des villes et que ça continue et qu'ils puissent continuer à revivre normalement. Donc dans ce cadre-là, on peut dire effectivement les villages qui ont été vidés des terroristes respirent à nouveau la santé, respirent la vie, reconstruisent leur village,
essayent de panser leurs blessures, aussi bien psychologiques que physiques. Et l'État aide autant qu'il peut pour ces reconstructions. Je dirais humaines d'abord, parce que c'est vrai, reconstruire des maisons, c'est pas difficile, mais reconstruire des âmes blessées, des gens qui ont vu des horreurs, qui ont été torturés, qui ont ceci, cela, c'est beaucoup plus difficile, d'où l'intérêt de voir. Enfin, il y a des besoins réels de soutien psychologique, de psychologues, etc., pour reconstruire les gens en Syrie. Donc ça, c'est un deuxième point. Donc on espère que Astana va permettre de sortir les terroristes de Idlib et du sud de la Syrie, du sud de Dera. On espère ça. Dernier point, on voulait aussi parler, puisque il y a pour parler de Sochi, un congrès national un dialogue national qui se prépare à Sochi, pour lequel il va y avoir donc des délégations là beaucoup plus importantes qui regroupent l'ensemble des opposants, y compris les opposants de l'intérieur, l'opposition patriotique du pays, qui va être là, qui va être présente, et Sochi devrait ou est censé être le début, les prémices d'un vrai débat national qui sans doute continuera en Syrie et à l'intérieur du pays. Moi, je voudrais dire que pour moi, toutes les questions qui doivent être discutées à Sochi, pour moi, elles n'ont pas lieu à être discutées en dehors de la Syrie. Si les Syriens veulent changer des choses dans leur pays, ils n'ont qu'à venir à l'intérieur et se rencontrer tous ensemble et décider tous ensemble à l'intérieur. Pour moi, l'essentiel, ce serait une réunion à Damas. Et j'espère qu'après Sochi, ce sera le dialogue national à Damas. Voilà. Donc maintenant, après ce rapport de situation, je peux vous dire sur la Syrie, nous sommes en plein dans la saison des fêtes. Je peux vous souhaiter d'excellentes fêtes, et puis je peux vous dire que les fêtes aujourd'hui se font effectivement en Syrie, tous ensemble, musulmans, chrétiens en même temps. Les messes de Noël et les chorales de Noël et les chorales de la fête de la victoire et des fêtes de Noël, de jour de l'an et de la fête du prophète Mahomet se confondent, et puis les mêmes voix dans les prières s'élèvent pour souhaiter surtout au monde entier la paix, à la Syrie la paix, l'amitié, l'amour et la reconstruction. Et sur ces notes-là, je peux vous souhaiter d'excellentes fêtes remplies d'amour, de générosité et de joie, surtout dans la solidarité. Donc, plein de bonnes choses. Merci Essar, merci beaucoup Essar pour ces mots réconfortants. Surtout de la part de quelqu'un qui vit dans un pays meurtri par le terrorisme depuis 7 ans. Ça a beaucoup de poids, et je pense que même nos vidéos spectateurs y seront très sensibles. Ouais. Je me joins à vous aussi pour leur souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque la prochaine fois, nous serons en janvier. Oui. Et voilà. Ouais. Je vous souhaite également des bonnes fêtes de fin d'année en Syrie, et de bien profiter, de continuer de vous soigner, parce que votre genou est en rémission, mais bon, il est là.
il se laisse penser, enfin, il se laisse... voilà. Vous savez, je peux vous dire quand même que ça ne m'a pas fait de mal d'avoir ce genou, parce que ça me fait penser à tous les blessés qui sont dans leur lit depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., qui ont des jambes amputées, qui ont des bras cassés, etc. Ça ne fait que me rendre encore plus solidaire de tous ces blessés de guerre et de toutes ces personnes qui ont été vraiment violentées par ces terroristes que les pays impérialistes nous ont envoyés sous prétexte de démocratie et de liberté. Voilà. Ça fait que déplorer davantage. En tout cas, merci pour votre site web, pour les informations que vous nous avez données. Et merci je vous donne rendez-vous au mois de janvier, en début janvier. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, début janvier, et merci à tout le monde. Bonne soirée. Et bonne fête à tous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.